Hi baby, how are you? She replied, I'm fine, I'm fine, I'm fine. And I said, that's true. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Foot Foot, l'émission qui commente, analyse, décortique toute l'actualité du FC Nantes. Première réussie pour Sergio Conceição. Le nouvel entraîneur portugais du FC Nantes et ses joueurs se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue en battant Montpellier 3-1. Quels enseignements peut-on tirer de ce premier succès? Eh bien, on en parle dans l'émission et puis on s'intéressera aussi au déplacement des Canaries à Angers vendredi soir pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Il a tout connu avec le FC Nantes pendant près de 20 ans, les bons comme les moins bons moments, avant d'être licencié en juin dernier du club. Il aurait pu y revenir d'ailleurs il y a quelques jours en compagnie de Bruno Baroncelli, mais les dirigeants nantais en ont décidé autrement. Johan Albert est sur le plateau de Foot Foot aujourd'hui et il va nous dire comment il a vécu cette période. Bonjour Johan. Bonjour Olivier. Avec lui, un journaliste, et quel journaliste de Presse Océan, Pierre Arnaud Barre. Salut Pierre Arnaud. Bonjour messieurs. Allez, on commence par vos coups de cœur, coups de gueule. C'est parti. Coup de cœur, coup de gueule, et on commence avec Johan. Coup de cœur ou coup de gueule? Un petit mix des deux. Allez. Un cri du cœur. Un cri du cœur pour la Brigade Loire. On a vécu 4 ans formidables avec la Brigade Loire où ils nous ont poussés, encouragés. Ils nous ont vraiment aidés dans les moments difficiles. Le club traverse un moment difficile et j'aimerais bien que la Brigade Loire reviennent et se remettent à encourager les joueurs. À bon entendeur. Pierre Arnaud, coup de cœur, coup de gueule. Un coup de cœur pour Monaco, qui a encore cartonné hier contre... 7-0, ouais, Coupe de la Ligue. contre Rennes en plus, en Coupe de Ligue, 7-0. Au moins, Nantes, pour l'instant, n'est pas l'équipe à avoir subi la plus lourde défaite depuis le début de la saison. Donc, c'est déjà ça. Et puis en plus, voilà, c'est tout ce qu'on aime. Merci à eux. Et c'est tout ce qu'on aime. Voilà, ils marquent des buts, ils font du spectacle. Voilà, c'est le foot qu'on aime. C'est du beau jeu. Allez, avant de parler de votre cas, Johan Albert, je voulais revenir sur les échanges plutôt musclés qui ont eu lieu par médias interposés entre René Girard et la famille Kita. Alors, c'est l'ancien technicien nantais qui a allumé la première mèche chez nos confrères de Canal+ lundi soir, en traitant Waldemar Kita, et je le cite, de menteur. Alors la réponse de la famille Kita ne s'est pas fait attendre. Dès le lendemain soir, dans la bouche de Franck Kita, et relayé par nos confrères de Ouest France. Voilà ce qu'il dit, Franck Kita, c'est un pur scandale. Ses propos sont scandaleux et immoraux. René Girard ne communiquait avec personne, du plus petit intendant jusqu'aux dirigeants nantais. Alors on sait qu'entre Waldemar Kita et ses différents entraîneurs, lors de ces 10 dernières années, ça ne s'est jamais vraiment bien terminé. C'est la première fois qu'un d'entre eux ose dire un petit peu tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Votre point de vue, Pierre Arnaud, justement, sur cet échange d'amabilité là, entre les deux parties? Je trouve que ce n'est pas forcément très très classe, parce que voilà, à partir du moment où René Girard est parti... je suis d'ailleurs étonné que ça sorte comme ça. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une clause de confidentialité et que finalement les deux parties s'arrangent entre elles, règlent leurs soucis, conflits entre eux, et puis que chacun dise on ne communique pas. René Girard, on ne l'avait pas entendu depuis le 1er décembre. Bon, voilà, là, il sort de son silence pour dire effectivement ces vérités. Ce qui a entraîné une réponse aussi de la part de Franck Kita. Je pense que c'était difficile de rester silencieux après de telles accusations. Moi, après ce que le club a vécu là, sur ces 6 premiers mois, c'est pas un peu normal finalement que l'abcès soit percé? Il y a eu conflit, c'est une certitude. Après, voilà, moi je me dis que René Girard savait aussi où il mettait les pieds en arrivant au FC Nantes, parce que c'est pas la première fois qu'un entraîneur comme ça part en cours de saison. Après, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé pendant leur fameuse réunion secrète, s'il y avait vraiment des difficultés. Je pense que voilà, le fait de régler comme ça à l'antenne une veille de match, moi personnellement, je trouve que ce n'est pas forcément très classe. Après, pour nous, ça fait les choux gras et ça fait causer, mais voilà. Vous partagez, Johan, vous qui avez vécu dans ce club, vous n'avez pas connu d'entraîneur comme ça qui partait et qui disaient leur cas de vérité? Même si on dit que les histoires d'amour finissent mal en général, je crois que c'est la première fois que j'entends ou que je vois un coach qui critique la direction comme ça. Vous avez été surpris justement de lire ça, de voir ça? Oui, parce que
Ils se sont rencontrés 2 jours avant, entre personnes civilisées, entre adultes. On se dit les choses en face et puis voilà, c'est terminé. Pierre Arnaud. Je pense qu'il ne faut pas oublier non plus que c'est de la... Enfin, pour moi, hein, on est dans un milieu qui est particulier. Le foot, c'est aussi de la com. Pour René Girard, c'est un de ses premiers gros échecs. Je crois que c'est la première fois qu'il part en cours de saison. Ouais. Il l'a reconnu d'ailleurs. Hein. Voilà, il a reconnu que c'était un échec. Ouais. Après, dans le reste de son discours, il s'estime pas trop responsable de la situation. Et il a dit en toute fin d'interview qu'il comptait pas prendre sa retraite et qu'il il était prêt à relever un nouveau challenge. Je pense que c'est aussi un moyen pour lui de dire, vous voyez, à Nantes, ça se passe toujours comme ça. Ouais. Je suis pas vraiment responsable. Et à bon entendeur, salut, je suis toujours sur le marché. Est-ce qu'il peut rebondir justement après? Parce que souvent on entend les entraîneurs dire allez, on va se taire, c'est pas grave, on met notre mouchoir sur notre dignité, puis on passe à autre chose, parce que les autres entraîneurs sont sensibles aussi à tout ça. Oui, je pense qu'il peut rebondir parce que il a quand même une cote dans le salarié du foot français. Ouais. Il a été champion de France, il a réussi quand même dans certains clubs où il est passé. Il a été aussi en équipe de France Espoir. Et puis finalement, dans le milieu du foot, quand il y a des entraîneurs sur le marché, c'est un peu toujours, on l'a vu à Nantes aussi, quand on cherche un entraîneur, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent. Ouais. René Girard fera partie des noms qui reviendront quand un club de Ligue 1 recherchera un club. Alors René Girard, qui n'est donc plus l'entraîneur du FC Nantes depuis cette triste soirée fin novembre, on va revoir d'ailleurs ce match face à Lyon et les buts, le 6-0 infligé par les Lyonnais. Étiez-vous devant votre poste de télévision, justement, Johan, lors de cette soirée? Non, j'ai eu beaucoup de mal à revoir des matchs du club. J'ai revu des petits morceaux. Il me semble que j'ai dû voir deux matchs en direct sur ce match-là, mais je ne me suis vraiment pas attardé. Ça me faisait encore trop mal. Depuis votre licenciement, en juin dernier, vous avez donc décidé de couper un petit peu. Expliquez-nous un peu comment ça s'est passé, d'ailleurs, parce qu'on a entendu parler de vous ces derniers temps dans les journaux. Eh bien, j'ai été appelé par la direction du club au mois de juin, pendant mes vacances, pour me dire que René Girard ne souhaitait pas travailler avec moi, ou du moins souhaitait amener son analyste vidéo. Donc, dans ces conditions-là, je ne me voyais pas rester au club. Alors, je n'ai pas été licencié comme ça a pu être annoncé. On a fait une rupture conventionnelle. On a trouvé un accord avec la direction et je suis parti. Alors, on va rappeler, vous étiez le vidéoman, hein, c'est bien ça, la personne qui s'occupe des analyses vidéo dans le staff de Michel Derzakarian et de Bruno Baroncelli. Alors, ce soir-là, pour remplacer René Girard, Valdemar Kita pense à un homme, c'est justement Bruno Baroncelli, l'ancien adjoint de Michel Derzakarian. Joanne, vous êtes un proche de Bruno Baroncelli, puisqu'on l'a dit, vous avez travaillé ensemble, en étroite collaboration sur ces dernières saisons. La nouvelle vous revient rapidement aux oreilles, cette nouvelle de... En fait, j'ai eu Bruno le lendemain matin. Donc le jeudi. Le jeudi matin, il m'a appelé assez tôt. Pour me demander, pour m'informer qu'il avait eu le président Kita au téléphone et puis pour me demander si j'étais intéressé pour venir avec lui. Je lui ai dit que j'étais pas partant et que je me voyais bien essayer de faire quelque chose pour redresser le club. Comment vous réagissez? C'est une grosse surprise de recevoir ce coup de fil et cette proposition? C'est une grosse surprise, oui, parce que je venais de partir du club, j'ai toujours gardé de très très bons contacts avec Bruno, on s'appelait régulièrement. Maintenant, je ne pensais pas qu'après avoir fait venir René Girard en grande pompe cet été, avoir déplié le tapis rouge, avoir fait tout pour le faire venir, ils allaient le faire partir aussi vite. Ça a été vraiment une surprise. Après qu'on appelle Bruno, ça ne m'étonne pas. Bruno a eu des résultats quand Michel n'a pas pu... Sur des courtes périodes. Sur des courtes périodes, oui. Je pense qu'on avait quelques clés pour faire quelque chose, oui. Vous connaissiez un peu la situation du club. Vous étiez malgré tout prêts, l'un comme l'autre, à retourner au FC Nantes? En fait, oui, parce que Bruno comme moi...
On a cet ADN FC Nantes. Moi, j'ai vécu 22 ans au FC Nantes. Vous êtes arrivé en 94-95. Voilà. Quelle année hein, Et je dirais même plus tôt, puisqu'en 87, mon père était coach et a été responsable du centre de formation. Donc moi, Gilles Albert. Voilà, j'ai vraiment été bercé dans le FC Nantes. Bruno a aussi eu une très grande carrière au FC Nantes et a cet ADN. Et pour nous, c'était intéressant de venir pour relancer le club. Est-ce que vous aviez déjà travaillé sur un plan d'action pour les matchs à venir, ou c'était encore trop tôt? On a regardé à distance le match de Guingamp pour échanger sur ce match, savoir si on voyait la même chose. Je rappelle la défaite de Nantes, 2-0 à Guingamp. Et donc on s'est échangé des messages pendant le match en disant tiens, regarde, là, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. On avait aussi une méthode qu'on aurait pu mettre en place, mais ça, je vais en garder les secrets. Mais il y avait des axes forts de travail. Oui, on avait quelques axes forts, quelques clés pour relancer la machine. Alors malheureusement, Waldemar Kita s'oppose clairement au souhait de Bruno Baroncelli de le voir revenir avec vous. Comment vous avez vécu cette situation ? Je me doutais que ça allait être compliqué. Après, moi, je n'ai pas caché à Bruno que s'il souhaitait y aller sans moi, j'aurais très bien compris. Et il faut vraiment je lui tire mon chapeau, il n'a pas cédé. Il avait très envie, malgré tout, d'y retourner. Ouais. Effectivement, d'y retourner et vraiment de sauver le club. Pas pour lui, mais pour le club. Et il ne se voyait pas faire ça sans moi. Et donc, encore une fois, merci Bruno, c'est une grande marque de confiance et c'est super de partager ça avec un coach. Pierre Arnaud, ça aurait pu être l'homme de la situation. Bruno Baroncelli, il connaît le club, il connaît les joueurs, il connaît la Ligue 1. C'est un peu ce que demandait Franck Kita il y a encore 15 jours de cela. Ouais, c'était un désavantage. C'est finalement dans toute la liste des entraîneurs qui est apparu après le départ de René Girard, c'était celui qui connaissait le mieux le club. Et je pense savoir qu'il avait une bonne cote en plus auprès des Kita, de Franck Kita, parce que quand il a succédé à Michel Derzakarian, quand il était arrêté, Nantes avait plutôt bien joué, livré de bonnes prestations, donc je pense qu'il avait une bonne cote. Après, je pense que la difficulté un peu avec les Kita, c'est qu'ils veulent aussi du clinquant, et peut-être que malheureusement, Bruno, c'est pas le nom clinquant. Pourtant, c'était la priorité, visiblement, de Waldemar Kita. C'était la solution la plus simple au début. Enfin, faut quand même dire que René Girard est parti. Enfin, c'était un match en semaine, un mercredi soir, avec un match 3 jours après. C'était la solution, je pense, la plus simple. Après, je ne sais pas comment se sont faits les débuts de négociation. C'était le plus simple au début. En plus, je pense que pour Bruno, c'était... quelque part, il marchait sur du velours parce qu'il n'avait aucune pression particulière. Le club était en 19e, il ne pouvait faire que mieux. Rétrospectivement, c'est une déception, malgré tout. Et vous vous êtes dit, là, pendant la semaine de latence entre Lyon et l'arrivée de Conceição, il y a une dizaine de jours, vous vous êtes dit, la situation va s'inverser. Vous y avez cru ? Oui, on y a cru. On y a cru. C'est une petite déception aussi parce qu'on pense vraiment qu'on a les clés. Après, peut-être que Conceição les aura. D'ailleurs, à travers ce qu'on a vu sur le match de mardi soir, il y a quelques changements déjà effectués. Mais c'est une petite déception, effectivement. Et vous allez être un spectateur qui va suivre maintenant, j'imagine, le FC Nantes. J'ai repris goût à regarder les matchs. J'ai regardé mon deuxième match complet, justement, contre Montpellier. Car oui, les Nantais ont enfin gagné. C'était mardi soir face à Montpellier en 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Une victoire 3-1. Je vous propose de revenir en images sur les meilleurs moments de cette rencontre avec ce résumé de Jean Annex. Sergio Conceição a semble-t-il apprécié ce qu'il a vu ce mercredi soir, à commencer par l'ouverture du score signé Emiliano Sala, lancé par Lucas Lima à la 18e minute. Cela faisait 4 matchs que les Canaries n'avaient pas marqué le moindre but, alors la Beaujoire a semblé revivre un peu. Je suis vraiment content avec l'esprit. C'est encourageant pour eux, encourageant pour les supporters aussi.
Malgré la magnifique égalisation de Berigo, les Canaries reprennent leur marche en avant juste avant la mi-temps. Emiliano Sala inscrit un doublé sur ce très bon centre de Julie Loki, 2-1. Puis 3 grâce à Mariusz Stepinski. Le Polonais scelle le sort de la rencontre à l'heure de jeu. Direction les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Alors regardez le tirage au sort justement qui a eu lieu hier soir de ces quarts de finale avec Bordeaux-Guingamp, Sochaux-Monaco, Paris-Metz et Nantes-Nancy. Un tirage plutôt favorable quand on voit qu'il y a encore Bordeaux, qu'il y a encore Monaco, qu'il y a encore Paris. Nantes tombe sur Nancy à domicile, Pierre Arnaud. Et surtout qu'on a eu une petite frayeur. Je suivais le tirage au sort en direct pour Presse hier. Oui. Je suis un peu fatigué, mais en fait dans les boules qui restaient, il restait Metz, Nancy et Paris. Et à un moment, on s'est dit bon, ça va être Nantes-Paris, tout ça pour ça. Quelque part, Nancy, c'est sûr que voilà, c'est pas un mauvais tirage. Après, la Coupe de la Ligue, on sait que la Coupe, c'est cliché ce que je dis, mais voilà. Alors, des quarts de finale qui auront lieu les 10 et 11 janvier prochains. Puis on rappelle également que la rencontre Nantes-Caen, qui devait avoir lieu samedi dernier, reportée en raison du brouillard, sera rejouée le 18 janvier. Alors cette qualification en quart de finale de la Coupe de la Ligue intervient donc à l'issue du premier match à la tête de l'équipe de Sergio Conceição. Regardez d'ailleurs la première équipe alignée par le technicien portugais, un 4-4-2 avec Ryu dans les buts et non Dupé qui n'a pas été retenu et on va en reparler dans un instant. Diego Carlos et Gigi en charnière centrale, Touré et Gillet à la récupération, un 4-4-2 à plat et puis Salah et Stepinski devant. Votre regard, Johan, sur cette première composition nantaise? Pas énormément de changements. Le tandem devant a bien remué. On a surtout vu que Conceição avait insisté sur la notion de bloc équipe, où on a retrouvé de la densité, avec un bloc qui était assez haut, avec un basculement assez fort côté ballon. Et on l'a vu vraiment souvent insister là-dessus, donc c'est quelque chose qu'il avait remarqué, qui faisait défaut au club. Alors on est obligé aussi de revenir sur l'absence de Maxime Dupé alors dans les buts nantais. Lui qui a tweeté, j'attendais cette rencontre depuis cette semaine. C'est un choix surprenant et pour des raisons visiblement de taille et de poids, Pierre Arnaud. Alors, les raisons, je ne les connais pas spécialement. Après, il y a une nouvelle équipe qui arrive. Conceição n'arrive pas seul, avec aussi un préparateur des gardiens, un préparateur physique. Parce que voilà, il a voulu aussi peut-être imprimer sa patte dès le début et montrer qui commandait. Moi, je trouve ça juste un peu dur pour Maxime Dupé. Ouais, parce que le faire sur le gardien numéro 2, en règle générale, c'est un peu surprenant, non? Oui, surtout que voilà, on connaît la situation particulière d'une doublure dans les buts. C'est pas facile. Je comprends moi la déception de Maxime Dupé. Après, je ne sais pas si c'est forcément une bonne chose de l'exprimer sur les réseaux sociaux parce que ça va pas forcément arranger son cas. Je ne sais pas comment ça peut se rétablir derrière. Mais je peux comprendre, oui, sa déception. Après, c'est quand on est dans le milieu du foot et de compétition, c'est l'entraîneur qui fait ses choix. Il n'avait pas une place assurée non plus dans les buts. C'est un signe que Conceição veut marquer un peu son territoire. C'est pas un risque aussi de se mettre le vestiaire ou une partie du vestiaire à dos, Johan? Bien sûr, de toute façon, à partir du moment où on prend une décision, on risque de se mettre le vestiaire à dos. Sinon, si rapidement, en fait. Voilà. Ouais. Ce qui est vraiment étrange, c'est que ça arrive aussi vite, juste sur le gardien remplaçant. Est-ce qu'ils ont demandé à Willy Grondin son avis? Connaissant Willy, ça m'étonnerait qu'il ait voulu mettre l'un des deux entraîneurs des gardiens de cette équipe nantaise. Je reviens peut-être à l'histoire que peut-être l'entraîneur des gardiens de Conceição, portugais, a voulu montrer que peut-être c'était lui le patron. C'est vrai que ça pose aussi question de savoir, on va avoir 2 préparateurs physiques, 2 préparateurs des gardiens, comment ça va se passer? Alors, au-delà de ce cas précis, est-ce que vous avez été séduit par ce que vous avez vu à la Beaujoire mardi soir, Pierre Arnaud? On a déjà vu une équipe qui était beaucoup plus, je dirais, concernée. Après, je me remets aussi dans le contexte, c'est la Coupe de la Ligue. Je me souviens qu'on avait été un petit peu séduit aussi après le premier match contre Angers. Angers, ouais. Moi, je vois 32 000 spectateurs, là, il y en avait moins. Voilà. Non, mais je vois aussi une équipe de Nantes qui là, n'avait pas la pression aussi du résultat de la 19e place en Ligue 1. Quand on voit ce qui s'est passé contre Lyon en championnat et contre Guingamp, on avait une équipe complètement perdue. Ouais. Voilà, et on ressent le poids du classement. Quelque part, la Coupe, c'est aussi
une respiration et l'occasion, encore en plus comme il y avait un nouvel entraîneur qui est arrivé, qui a mis 2 jours d'opération commando, voilà, avec 4 séances d'entraînement, des vidéos, de la tactique, évidemment, je pense que chaque joueur était à 300%, et en plus, Montpellier était pas forcément au top pour ce match-là. Est-ce qu'on peut déjà tirer des premières conclusions, premiers enseignements de cette rencontre, Johan ? Non, c'est un peu tôt, d'autant qu'effectivement, Montpellier était vraiment très affaibli par rapport au championnat. Ouais, 5 absents, hein, Ouais, c'est... et non des moindres. Ouais. Bon, la première mi-temps a été intéressante, où justement, on a retrouvé un peu de densité, on a retrouvé un peu de mouvement. Après, en deuxième mi-temps, c'était déjà plus compliqué. Ils ont payé peut-être physiquement les efforts des 2 derniers jours, là, des 4 premiers entraînements de Conceição. Oui, certains joueurs paraissaient effectivement un peu élimés en deuxième mi-temps. Un mot justement de Sergio Conceição. On l'a vu très actif hein, sur le banc de touche. Il a beaucoup parlé, il ne s'est quasiment jamais assis, qui a donc fait beaucoup travailler ses joueurs depuis son arrivée, qui brise les habitudes de la Genolière. Est-ce que c'est la bonne méthode, d'après vous, Pierre Arnaud ? Bah, au moins, ça change. Je pense que c'est une équipe qui avait besoin d'un changement. Là, le changement est radical avec Conceição. Voilà, ça fait du spectacle le long de la ligne de touche. Ouais. Ça rebat un peu les cartes, je pense, dans l'effectif. Est-ce que c'est pas que de la com ou que de l'image, là aussi, encore une fois ? Oui, mais quelque part, pour moi, une équipe de foot, c'est René Girard qui disait ça juste avant Lyon, avant de prendre le 6-0. Il disait une équipe de foot, c'est une Formule 1. C'est des petits réglages à trouver et un tout petit réglage peut tout changer. Là, il change au moins dans l'attitude. Il arrive en disant « Bon, les gars, il va falloir jouer et au moins se dépouiller à 300%. » Voilà, on a vu les résultats sur ce match-là. Est-ce que passer du temps ensemble aussi, alors le président Kita le voulait depuis plusieurs saisons, là, Sergio Conceição l'applique, c'est-à-dire les petits déjeuners ensemble, les repas ensemble, on passe beaucoup de temps ensemble. Johan, est-ce que ça peut permettre de faire évoluer les choses ? Vous l'avez vécu aussi, et notamment avec Elibo en son temps. Ça peut. Faut pas non plus que ça tombe dans l'extrême. Les joueurs, ils ont aussi besoin de pouvoir souffler de temps en temps, et s'ils sont sous pression constamment, ça peut aussi générer des tensions dans le vestiaire. Donc, attention. Et puis la fatigue mentale aussi, parce voilà. que... C'est compliqué. Alors le premier test, on va dire, a été réussi face à Montpellier, mais les vrais tests, ils arrivent maintenant. Regardez le programme pour Nantes, puisqu'on le sait, c'est la Ligue 1, c'est l'objectif maintien. Vendredi, ce déplacement à Angers, puis la réception mercredi prochain de Montpellier. Est-ce que les Canaries sont capables de faire le plein là, sur ce petit programme avec le court déplacement à Angers et la réception de Montpellier? Pierre Arnaud. Je pense déjà que le déplacement à Angers vendredi, là, ça va être un vrai test. Parce qu'en plus, Angers n'est pas au top en ce moment. J'ai eu des petits échos de mes collègues angevins qui me disent que c'est un tout petit peu tendu du côté du SCO. Et il y a, pareil, le coach ne veut pas trop parler. C'est la mode en ce moment. Ouais. Et voilà. Et Angers, on connaît aussi les qualités de cette équipe qui est très solide, qui va attendre aussi les Nantais. Moi j'attends, ça va être un super test pour voir justement si dans l'attitude, avec, je le répète, la pression du classement, parce qu'il ne faut pas oublier que la victoire en Coupe de la Ligue n'a rien rapporté en Ligue 1, que Nantes en plus a un match en retard, voir ce que ça va donner dans ce contexte-là, avec une équipe qui va mettre le pied et qui va mettre la pression justement sur les Nantais. Alors regardez les Angevins à domicile depuis le début de la saison. C'est pas folichon non plus. Ils sont 12e avec 19 points, 5 victoires, 4 nuls, 8 défaites, 15 buts marqués, 20 encaissés. Et à domicile, 17e, 3 victoires, 3 nuls, 2 défaites. Quand on est analyste vidéo, qu'on voit ça, on se dit qu'il y a de bonnes chances de faire un résultat. C'est comme ça que vous raisonniez aussi ou pas ? Non, pas sur des chiffres comme ça. L'analyse vidéo, c'était vraiment regarder les matchs et travailler sur les matchs. Maintenant, au-delà des chiffres, le contexte pour le FC Nantes va être délicat ce week-end. C'est vraiment le match à gagner. Si j'avais eu à choisir entre le match de mardi et le match de samedi, j'aurais choisi samedi. Définitivement. Et puis il y aura Montpellier aussi mercredi prochain. En un mot, parce qu'il nous reste une petite minute, ça ne sera forcément pas la même équipe de Montpellier. Ça va être beaucoup plus compliqué. Ouais. Pierre Arnaud. Oui, je suis d'accord. Ce que je disais, je pense que Montpellier était venu
sans dire en touriste, pas forcément motivé à 100%. On a vu pas mal d'erreurs. Le gardien n'a pas non plus et la défense n'ont pas été de tout reproche. Donc non, ça va être un autre match mardi. Et ce sera mercredi prochain pour la 19e et dernière journée des matchs allés. Regardez le programme de la 18e journée qui a lieu ce week-end avec, on l'a dit, Angers-Nantes, ce sera vendredi. Et puis Guingamp, Paris Saint-Germain, Caen-Metz, Lorient, Saint-Étienne, Montpellier, Bordeaux, Rennes-Bastia, Toulouse-Nancy, Nice-Dijon dimanche, Marseille-Lille et Monaco-Lyon. Un petit pronostic sur cette Angers-Nantes, Pierre Arnaud. Bon, un 0-0, ce serait déjà pas mal. Johan. Le cœur va parler. J'aimerais un 1-0 pour le FC Nantes. Eh ben, on verra ça vendredi soir. Merci Johan Albert d'être venu sur le plateau de Foot Foot. Merci à Pierre Arnaud également. Merci à Eric, Julien, à Dany et à Glenn qui étaient en régie. Pas de Foot Foot lors des 2 prochaines semaines. Et oui, vacances obligent. Nous aussi, il faut qu'on se repose. On se retrouve le jeudi 5 janvier. Très bonne fête de fin d'année à toutes et à tous. On se retrouve donc le 5 janvier. Salut!